Théorie, atelier 3 de sciences, technologies, quatrième secondaire, l'univers matériel, l'électromagnétisme. Alors, force d'attraction et de répulsion. Alors, les forces d'attraction et les forces de répulsion sont des forces magnétiques qui attirent ou qui repoussent certains matériaux à distance. Dans les substances, on peut les classer en 3 catégories. Nous avons donc les substances qui peuvent être ferromagnétiques, non magnétiques et magnétiques. Les substances ferromagnétiques, comment on procède pour les identifier en laboratoire? Il suffit tout simplement d'utiliser un aimant, d'approcher l'aimant près de la substance ou du matériau. Et si il y a attraction, donc si l'aimant est attiré par le matériau, par la substance, alors cette substance, elle est ferromagnétique. Un exemple, des exemples de substances ferromagnétiques, nous avons le fer, le nickel, le cobalt. Ce sont des substances qui sont attirées fortement par un aimant. Et tous les matériaux qui vont contenir du fer, du nickel et du cobalt sont des substances ferromagnétiques. À titre d'exemple, nous avons l'acier qui est un alliage. Un alliage, c'est un mélange homogène de fer et de carbone. Alors, si on approche un aimant près de l'acier, on va avoir de l'attraction parce que l'acier est une substance qui est ferromagnétique. De plus, une substance ferromagnétique peut devenir temporairement comme un aimant, donc une substance magnétique. Alors, de quelle façon? On peut tout simplement approcher, donc supposons que nous avons un clou ici qui est en acier, nous pouvons tout simplement approcher, euh, pas juste approcher, mais utiliser un aimant droit, par exemple, qui possède son pôle nord et son pôle sud, et frotter notre substance ferromagnétique, qui est notre clou ici, avec l'aimant droit, et ainsi obtenir temporairement un clou qui devient magnétique. Et pour perdre cette caractéristique-là avec notre substance ferromagnétique, il suffit de la réchauffer par la suite à de hautes températures ou bien de la frapper. Par la suite, nous avons la deuxième catégorie, les substances qui sont non magnétiques. Alors, pour les reconnaître, il suffit de prendre encore là un aimant, d'approcher l'aimant près de la substance et s'il n'y a pas d'attraction, alors la substance est non magnétique. Plusieurs exemples, le plastique, donc toutes les matières plastiques, la céramique, le caoutchouc, le cuivre, même si c'est un métal, c'est quand même une substance qui est non magnétique. Tout comme l'aluminium, nous avons aussi le bois, le verre, etc. Dans la troisième catégorie, ce sont les substances qui sont magnétiques. Alors, c'est comme elles gardent en permanence leur pouvoir magnétique. Alors, ces substances-là, pour les reconnaître, il suffit encore une fois d'utiliser un aimant, d'approcher l'aimant de cette substance, et si nous avons de l'attraction et de la répulsion, alors la substance est magnétique. À titre d'exemple, les aiguilles d'une boussole sont magnétiques. Si on approche, par exemple, on va faire des petites représentations. Ici, un exemple. Si on approche un aimant droit d'un autre aimant qui, lui, est magnétique, si les pôles semblables sont face à face, alors nous allons avoir de la répulsion, donc des forces qui vont repousser mutuellement les deux aimants. Par contre, si nous avons ici un aimant droit devant un autre aimant droit, mais cette fois-ci les pôles inversés, alors un pôle nord ici, un pôle sud ici, alors nous allons avoir plutôt des forces d'attraction. Alors les deux aimants vont s'attirer mutuellement. Alors, c'est ce que nous allons voir apparaître si nous avons des substances magnétiques. Maintenant, autour d'un aimant droit, on peut visualiser les lignes du champ magnétique. Le champ magnétique, on va le représenter par la grande lettre B grecque et le petit vecteur au-dessus, parce que c'est une force et les forces sont des vecteurs, ce sont des mesures vectorielles.
Alors, on peut visualiser des lignes du champ magnétique à l'aide tout simplement de la limaille de fer. Il suffit tout simplement de saupoudrer de la limaille de fer autour d'un aimant. Alors, le nord, le sud, et on va voir que les petites limailles de fer vont faire une configuration précise autour de l'aimant. Donc, c'est bien entendu, on a plusieurs petites limailles de fer, ce qui va donner finalement, si on fait juste le représenter avec des lignes. Alors, nous avons notre nord, notre sud. Alors, nous allons observer finalement qu'il y aura plusieurs limailles de fer qui vont se positionner. On va même voir au niveau des pôles des configurations comme ça ici. Et on va voir en 3 dimensions, lorsqu'on est près de l'aimant, des limailles de fer qui sont vraiment à la verticale au niveau des pôles. Alors, on a une convention est à retenir. Les lignes du champ magnétique, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc, une ligne de champ magnétique va toujours sortir d'un pôle nord et va aller vers un pôle sud. Alors, ça nous permet de les orienter. Nous avons le pôle nord de l'aimant. On va pouvoir orienter le sens. Alors, ça sort d'un pôle nord pour aller vers un pôle sud. Le truc pour retenir, tout simplement, nous demeurons, nous, en Amérique du Nord. Alors, c'est rare que nous allons passer des vacances dans le Nord. On va plutôt dans le Sud. Alors ici, c'est un autre exemple. Nous avons un aimant droit qui est dessiné avec le pôle Nord d'un côté, le pôle Sud de l'autre. Nous voyons les petits symboles pour identifier les lignes du champ. Alors, les lignes du champ magnétique sortent par convention d'un pôle Nord et se dirigent vers un pôle Sud, tout simplement. Si on a des configurations d'aimants, supposons un aimant ici avec un autre aimant à côté. Si nous avons par exemple le nord, le sud, alors on va voir que si on avait saupoudré de la limaille de fer, on va voir des lignes de champ qui vont se former ici. Donc, en respectant toujours la convention qu'une ligne de champ sort du nord pour se rendre dans un sud, alors on va voir cette configuration-là. Il suffit tout simplement de, de respecter la convention. Par la suite, un autre exemple, ici avec les aiguilles d'une boussole. Alors, on sait que l'aiguille d'une boussole, elle est magnétique. Alors, on a placé la boussole à plusieurs endroits ici, autour d'un aimant droit qui a un pôle sud et un pôle nord. Encore une fois, les lignes de champ vont sortir du pôle nord, vont passer dans le pôle sud de l'aiguille de la boussole, vont sortir par son nord, vont rentrer ici dans un pôle sud, vont sortir par un pôle nord, ici vont rentrer dans un sud et sortir par un nord et rentrer de nouveau dans un sud. Donc, on respecte toujours cette convention au niveau du sens des lignes du champ magnétique. Par la suite, quel est le lien entre l'électricité et l'électromagnétisme? En fait, lorsque nous avons un courant électrique qui circule dans un fil électrique, dans un fil conducteur, il y a la formation d'un champ magnétique. Alors, lorsque nous allons brancher un fil à une pile, par exemple, on sait que la pile a un pôle positif, souvent qui est représenté si nous avons par exemple une source de courant variable par une borne de couleur rouge. Si on branche un fil conducteur dans le circuit, nous savons que le courant conventionnel va circuler de la borne positive vers la borne négative et la borne négative est souvent sur une source de courant variable de couleur noire. Alors ici, nous avons le fil qui est branché. Alors si lorsqu'un courant électrique circule dans le fil, il y a la formation de champs magnétiques. Alors la question qu'on pourrait se poser dans un fil électrique, de quelle manière circule ce champ magnétique? Est-ce qu'il circule de cette manière ou à l'inverse? Il y a une règle qui va nous permettre d'identifier de quelle manière
le champ magnétique circule. Alors avant, on va voir cette règle-là. Il faut la retenir. Donc, on l'appelle la règle de la main droite. Souvent, on l'appelle la première règle de la main droite. Donc, c'est celle qui est en lien avec un fil électrique dans lequel circule un courant électrique. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que le pouce va suivre le courant. Donc, on sait que le courant va toujours de la borne positive vers la borne négative, le courant conventionnel. Et les doigts vont s'enrouler naturellement autour du fil droit et vont, par le fait même, donner le sens des lignes du champ magnétique. Donc, il n'y a pas de pôle nord et de pôle sud ici. On va avoir tout simplement le sens des lignes du champ magnétique. Voyons une illustration. Ici, nous avons une main. Alors, le fil droit, c'est celui-ci. Nous avons d'illustrer que le fil ici est branché avec la borne positive et ici, à l'autre extrémité, la borne négative d'une pile ou d'une source, peu importe, on n'a pas dessiné la pile ni la source, c'est pas grave, pourvu qu'on puisse avoir les bornes. Alors, on sait que le courant, finalement, va circuler du bas vers le haut, ici, dans cette illustration. Alors, le pouce va suivre le pouce de la main droite, bien entendu. Il faut prendre la bonne main, c'est la main droite. Alors, le pouce va suivre le courant électrique, donc qui se dirige du bas vers le haut. Vous pouvez utiliser votre crayon pour refaire la même situation. Alors, le pouce va aller vers le haut parce qu'il suit le courant électrique et naturellement, les doigts vont s'enrouler autour du fil droit et par le fait même, ça va nous donner le sens des lignes du champ magnétique. Alors, le champ magnétique va circuler de cette manière autour du fil droit. Voici une autre représentation. Alors, nous avons un fil droit qui est branché ici. Et voilà. Le courant circule, dans ce cas-ci, de la borne positive vers la borne négative. Alors, les lignes du champ magnétique, si on empoigne avec notre main droite, donc de la même manière qu'on retrouve ici, notre fil, alors les lignes de champ magnétique vont aller dans ce sens. Donc, ce sont les doigts qui vont donner finalement le sens. C'est l'enroulement finalement des doigts autour du fil qui donne le sens des lignes du champ magnétique, tout simplement. Donc, c'est à retenir que c'est toujours le pouce qui va suivre le courant. Le courant voyage de la borne positive à la borne négative. Alors, si nous avons, par exemple, un fil droit ici et qui est branché de telle sorte que, bon, à une pile, par exemple, que l'on retrouve la borne négative ici, la borne positive ici, nous sommes en mesure de trouver le sens des lignes du champ magnétique. Donc, il suffit tout simplement, le courant va circuler cette fois-ci de la droite vers la gauche. Alors, on va suivre le courant de quelle manière? Alors, nous allons placer notre pouce ici, donc parce qu'il va dans le sens du courant électrique, et nous allons retrouver nos doigts qui vont empoigner le fil de cette manière. Donc, ça, ce sont les ongles de mes 4 doigts. Alors, le dessin n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et par le fait même, nous allons avoir automatiquement le sens des lignes du champ magnétique. Alors ça, c'est mon pouce. Et voilà. Alors, oups. L'illustration, je la recommence. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Je me suis trompée. Alors, toujours mon fil droit. Alors, le courant, donc, le pouce était bien dessiné. C'était mes 4 doigts qui n'étaient pas bien dessinés. Je recommence. Alors, la main va s'enrouler de quelle manière? Alors, on ne pourra pas voir justement les ongles des doigts. Donc, les doigts vont s'enrouler de cette manière. On va donc retrouver notre pouce, le poignet. Donc, et voilà. Donc, les doigts, on ne voit pas finalement là, cette partie-là. Et ni cette partie-là, donc des doigts. Alors,
Et voilà, on va représenter ça de cette manière. C'est plus simple. Bon, et voilà, c'est notre fil. Alors, les doigts s'enroulent tout simplement autour, ce qui va nous donner finalement l'orientation des lignes de champ qui vont être dans ce sens. Alors, les doigts s'enroulent autour du fil, donc on ne voit pas les ongles, ils sont de l'autre côté. Donc, naturellement, les doigts s'enroulent de cette manière. Donc, j'ai les 4 doigts qui s'enroulent de cette manière. Et voilà, c'est la représentation. Par la suite, les charges électriques. Alors, la loi des charges, on la connaît un peu au niveau des aimants. On sait qu'un pôle nord et un pôle sud, il y a de l'attraction. Un pôle nord avec un pôle nord, il y a de la répulsion. Alors, on va parler des charges électriques qu'on retrouve dans la matière qui est électrisée. Alors, cette loi-là, elle est très simple. Lorsque vous avez des charges électriques de signe opposé, elles s'attirent. Il y a de l'attraction. Et lorsque vous avez des charges électriques qui ont le même signe, alors elles se repoussent. On appelle ça de la répulsion. Et aussi, un objet qui est chargé peut attirer certains objets qui sont neutres. On va le voir avec le dernier exemple. Alors, pour travailler avec les objets qui sont électrisés, nous avons ce qu'on appelle une série électrostatique qu'on va voir. Donc, on va parler d'électricité statique et nous allons voir la série qui va nous permettre de connaître la charge des matériaux que nous allons frotter. Alors, lorsque deux matériaux différents sont frottés l'un contre l'autre, alors on est susceptible de charger les deux matières parce qu'il y a une matière qui va attirer les électrons, donc qui va les arracher à l'autre matière. Pour connaître l'objet le plus susceptible d'acquérir des électrons, on fait appel à la série électrostatique. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que lorsqu'on frotte des matières entre elles, c'est seulement les charges négatives qui peuvent être transférées et non les charges positives. Donc, ce sont les électrons qui peuvent être transférés et non les charges qui sont positives. Alors, pour travailler avec la série électrostatique, en passant la série électrostatique, on n'a pas besoin d'apprendre ça par cœur. On nous donne toujours soit la série électrostatique ou bien une partie de la série électrostatique. Ça, en fait, c'est une partie de la série électrostatique. Alors, comment l'interpréter? On voit ici une flèche qui va vers le bas. Donc, elle part du haut et va vers le bas. Et au-dessus, c'est écrit faible attraction des électrons. Alors, ça veut dire que les matières qui sont dans le haut de la liste gardent faiblement les électrons. Ça veut dire qu'elles peuvent donc donner des électrons à une matière qui est plus basse dans la série. Donc ici, par exemple, l'acétate qui est frotté avec de la laine, alors les électrons ne sont pas fortement retenus par l'acétate, alors migreraient tout simplement vers la laine. Donc c'est de cette manière qu'on interprète la série électrostatique. On va donner un exemple. Alors ici, avant le frottement, nous avons des cheveux humains et on sait qu'avant un frottement, nous avons de la matière qui est électriquement neutre. Ça veut dire que le nombre de charges positives et de charges négatives, ben, il est en nombre égal. Donc, supposons que j'ai une charge positive, négative, positive, négative, c'est relatif. Je pourrais en écrire, en dessiner plusieurs. Donc, nous allons mettre 4 charges positives pour les cheveux, 4 charges négatives. Donc, la substance, elle est électriquement neutre. Tout le monde a déjà fait ça dans sa vie, de frotter un ballon en caoutchouc sur ses cheveux pour pouvoir le coller au plafond. Alors, avant le frottement, toujours avant le frottement, le ballon en caoutchouc, lui, est en matière, donc ici, on a la matière cheveux qu'on retrouve dans la série électrostatique. Et ici, nous avons la matière caoutchouc qu'on retrouve aussi dans la série électrostatique. Alors, avant le frottement, nous avons les deux matières qui sont en fait chargées avec le même nombre de signes
le même nombre de positifs et le même nombre de négatifs. Donc, en fait, elles ne sont pas chargées. On va dire tout simplement qu'elles sont électriquement neutres. J'ai 6 charges négatives pour 6 charges positives. Encore une fois, j'aurais pu en mettre plusieurs. Après le frottement, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, si nous allons voir la série électrostatique, on va retourner dans la série électrostatique, nous avons les cheveux humains qui se retrouvent avant le caoutchouc. Ce qui veut dire que dans la série électrostatique, ce sont les cheveux humains qui vont perdre des électrons et qui vont les donner au caoutchouc. Si nous retournons dans notre illustration, avant le frottement, nous avions pour la chevelure 4 charges positives. Alors, les charges positives ne se déplaceront pas, ne seront pas transférées. Alors, nous allons remettre les 4 charges positives. Même chose pour le ballon. Nous avions 6 charges positives. Comme les charges positives ne sont pas transférées, nous allons remettre les 6 charges positives. C'est bien important, les charges positives ne seront pas transférées. Par contre, les charges négatives vont l'être. Et comme les cheveux humains sont avant le caoutchouc dans la série électrostatique, alors ce sont les cheveux humains qui vont perdre des électrons, des charges négatives, et ces charges-là vont migrer vers le ballon. En fait, le ballon, lui, va conserver ces 6 charges négatives qu'il avait au départ. On comprend qu'il y en a plusieurs, là, mais je l'illustre avec 6 charges. Et la chevelure humaine va en conserver des charges négatives. Elle peut en conserver une, deux, mais c'est vrai que mais par contre, elle va en conserver. Donc, il faut lui en laisser des charges négatives. Et on va montrer que des charges négatives, donc ici j'en avais 4 au départ, donc il va en manquer 2, par exemple, qui vont migrer ici sur le ballon, tout simplement, et le ballon va se retrouver avec un nombre supérieur de charges négatives. Donc, ces charges négatives en nombre sont supérieures aux charges positives. Et ici, la chevelure, c'est l'inverse. Le nombre de charges négatives va être inférieur au nombre de charges positives. À ce moment-là, on va dire que la chevelure humaine est rendue chargée. Donc, cette matière-là est rendue chargée négativement et le ballon est rendu chargé positivement parce que son nombre de positifs l'emporte sur son nombre chargé, pardon. Ici, c'est l'inverse. Excusez-moi. Donc, ici, ça va être chargé comme le nombre de plus l'emporte, pardon. Donc, c'est chargé positivement. Et ici, c'est le nombre de charges négatives qui l'emporte. Donc, ce sera chargé négativement. Alors, ici, on revient. Donc, notre chevelure, au départ, avant le frottement, avait 4 charges positives et 4 charges négatives. Elle était électriquement neutre. Le ballon de caoutchouc avait 6 charges positives et 6 charges négatives. Il était lui aussi électriquement neutre. Alors, nous laissons le même nombre de charges positives pour nos deux matériaux, cheveux humains et caoutchouc. Et par la suite, après le frottement, on peut montrer qu'il y a eu la migration de 2 charges. On aurait pu en faire migrer juste une. On aurait pu aussi en faire migrer 3, c'est relatif, mais il faut au moins en laisser à la chevelure. Donc, nous avons à ce moment-là des charges négatives qui se sont déplacées des cheveux vers le ballon, et le ballon se trouve à être chargé négativement puisque son nombre de charges négatives l'emporte sur le nombre de charges positives et à l'inverse, les cheveux seront chargés positivement puisque le nombre de charges positives sera supérieur au nombre de charges négatives. Maintenant, qu'arrive-t-il lorsque nous avons frotté notre ballon sur la chevelure et que nous l'approchons, ce ballon, au plafond? Alors, on n'oublie pas que notre ballon était chargé, donc le nombre de charges négatives l'emportait. Donc, notre ballon, après l'avoir frotté sur les cheveux, il est chargé négativement. Le plafond positif est négatif en nombre égal. Alors, on pourrait en dessiner plusieurs
plusieurs centaines. Donc, le plafond, il est chargé négativement et positivement en nombre égal, ce qui veut dire qu'il est électriquement neutre. Et lorsque on approche le ballon qui, lui, est chargé négativement, ce qui va arriver finalement, c'est qu'on va avoir un déplacement et non un transfert des charges positives du plafond, donc qui vont s'approcher du ballon et par le fait même, il y aura attraction. C'est pour ça que le ballon tient au plafond pendant un certain temps.